Bonsoir. Je commencerai assez simplement. J'ai reçu plusieurs textes écrits par Anatole Kontibowski suite à la réception de témoignages d'expériences liées au confinement. Je commencerai par vous lire ces textes-ci et ils m'amèneront à une proposition que je vous lirai par la suite. Le premier texte s'intitule « La santé mentale ». La maladie mentale, quand elle existe déjà avant, est fortement accentuée à cause du confinement. Il n'y a pas besoin d'être un savant pour comprendre les risques liés à l'enfermement. Il ne faut pas laisser les malades mentaux à eux-mêmes. L'État devrait jouer un rôle beaucoup plus actif. Il faut se concentrer sur ce que les fous aiment, ce devant quoi ils sont tous admiratifs. Lui, il n'a plus d'activité depuis qu'il est confiné. Alors il ne se lève plus de son lit, et quoi qu'il arrive, il dort toute la journée. Et de son temps de veille, il se sent tout ramolli. Il ne respecte plus aucun horaire, comme s'il n'y avait aucune obligation, comme s'il n'y avait absolument rien à faire, comme si dormir était la seule solution. Les mesures de déconfinement arrivent, mais le mal est déjà fait. De toute sortie, il se prive et il croit qu'il vit dans un monde parfait. Que peut-il faire? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est permis? C'est une telle grosse affaire qu'il reste dans le déni. Il continue à passer tout son temps dans le lit et il commence à manquer quelques rendez-vous qui sont absolument nécessaires à son suivi. Et à aucun moment il ne se dévoue. Le déconfinement se poursuit, mais il croit qu'il faut toujours rester chez soi. Aucune nouvelle il ne suit, aucun changement il ne conçoit. Le temps de la journée passe tellement vite qu'à peine réveillé, il est déjà l'heure de se rendormir. Aucune personne chez soi il n'invite. Et sa peau commence à blêmir. Il se fait des frites avec sa friteuse. Ça fait 2 semaines qu'il n'a rien mangé d'autre. Au moins, sa vie ne lui est pas trop coûteuse. Mais il est quand même pauvre. Il est des nôtres. Il a des problèmes de douche. Ça fait 3 semaines qu'il ne s'est pas lavé. Toujours les mêmes vêtements. Il attire les mouches. Son cas n'est qu'en train de s'aggraver. Il passe tout son temps sans aucun contact extérieur. Ça ne le dérange pas du tout. Les jours passent et il n'a pas envie de devenir meilleur. En plus, dans son appartement, il y a de la saleté partout. Les infirmières à domicile reprennent du service, mais il ne répond pas à leurs coups de fil. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, les symptômes sévissent au fur et à mesure que les jours défilent. Son psychiatre commence à l'appeler aussi. Et c'est exactement le même résultat. Et plus le temps passe, plus sa maladie emplit. Et il est de plus en plus difficile d'éviter la cata. Enfermé dans son monde, il n'a pas envie de s'en sortir. C'était comme s'il était tout seul sur Terre. Tout triste ou tout joyeux, il commence à se sentir et il continue à rester enfermé. Mais ça, c'est son mauvais caractère. Il recommence à entendre des voix dans sa tête. Et le peu de temps d'éveil, il les écoute. Il se sent de moins en moins bête. Et le temps passe. On est déjà presque au mois d'août. Il croit dur comme fer à tout ce que les voix lui racontent et commence à vivre dans un monde imaginaire. Il commence à manquer d'argent et se fout de ses comptes. Il ne réalise pas que la situation dégénère. Le psychiatre envoie chez lui une ambulance. Ils ouvrent les portes de force. Il n'est pas content et veut se défendre avec un parapluie. L'infirmier calme la situation avant que tout ne se corse. Alors il se fait hospitaliser et passe 1 an à l'hôpital, à retrouver peu à peu le goût à la vie. Le retour sur la planète Terre est un peu brutal. Et pendant longtemps, il n'exprime plus aucune envie. La maladie mentale, quand elle existe déjà avant, est fortement accentuée à cause du confinement. On ne peut pas laisser les fous au gré du vent. Il leur faut un très gros encadrement. Le deuxième texte écrit par Anatole s'appelle « Le travail en noir ».
C'est compliqué quand il s'agit de travail en noir. Tous les illégaux doivent se débrouiller. Il ne s'agit aucunement d'une activité accessoire. Partout et tout le temps, ils doivent savoir bidouiller. À cause du Covid, la situation des sans-papiers s'aggrave et ils n'ont presque plus de rentrée financière, voire plus du tout. Ça les bloque, ça les paralyse, ça les entrave. Ils ont beaucoup moins aujourd'hui que hier. Il n'ose pas sortir de son appartement, de peur de se faire contrôler par la police. Il se sent plus rassuré à l'intérieur apparemment. Il attend avec impatience que les règles s'assouplissent. C'est un peu comme un oiseau qui ne quitterait son nid que pour aller chercher à manger. Ce n'est pas facile de se retrouver démuni. Mais jusqu'à présent, il arrive toujours à s'arranger. Il n'a plus son emploi en noir et se demande comment il va pouvoir payer son loyer. Tous les jours, il vit sur le fil du rasoir et il se demande quand enfin il pourra être payé. Comment faire quand on n'a pas le droit ni au chômage, ni au CPAS? Pourtant, c'est un gars honnête et droit, malgré son très jeune âge. La seule solution serait de négocier avec le propriétaire. Mais il risquerait de se faire expulser. Tout lui indique qu'il vaudrait mieux se taire que d'inutilement s'exposer. Pour d'autres, quand ils sont hébergés par des amis, le plus difficile à trouver, c'est la nourriture. Mais lui se contente facilement de pain et de salami. Ça ne le dérange pas de se serrer la ceinture. Il n'a pas les moyens d'économiser et les sous commencent à manquer tout de suite. Pas moyen de tout faire optimiser. Et il se demande de quoi va être faite la suite. Il se demande s'il a droit au colis alimentaire. Mais rester dehors est un risque supplémentaire. Pourtant, c'est une chose tellement élémentaire. Pourtant, c'est une chose qui lui est vraiment nécessaire. Il vit le confinement comme quelque chose d'ordinaire, en ayant l'impression qu'il est confiné depuis déjà 10 ans. Quelque part, rester à l'intérieur, ça lui calme les nerfs. Il ne s'inquiète pas, il n'a pas d'autre plan. Il voit la police circuler de plus en plus dans la rue. Et il a de plus en plus peur de se faire attraper. Toute sa confiance en lui a disparu. Il s'imagine tous les jours qu'il peut se faire choper. Il se demande comment il va faire s'il se fait arrêter. Surtout depuis qu'il n'a plus sa carte 6. Il s'empêche d'aller se promener en espérant que sa stratégie réussisse. Il commence à manquer quelques repas et à ne manger qu'une seule fois par jour. C'est très dur la peur de se faire prendre, n'est-ce pas? C'est très dur de ne pas être en régularité de séjour. Il commence à avoir l'impression, vu qu'il est basané, que tout le monde sait que sa situation est illégale. Pourtant, ça fait un sacré nombre d'années qu'il vit ici, mange ici, qu'il dort ici, et une fois de temps en temps, qu'il se régale. Il a l'impression qu'il est poursuivi dans la rue, qu'on veut le persécuter. Des gens qui se font enfermer, il en a déjà vu. Il pense peut-être à se faire soigner. Il manifeste là, pendant 10 minutes, tout près de la tour. La police est arrivée et ils se sont dispersés. Au pays, ils n'envisagent même pas un retour. Ils n'envisageraient pas une deuxième fois de tout recommencer. C'est compliqué quand il s'agit de travailler en noir. Tous les illégaux doivent se débrouiller. Une fois que tu tombes dans cet entonnoir, c'est très difficile de se résilier. Ces témoignages, en effet, sont très touchants et forts de leur lecture et pour vous de leur audition. Je me permettrai maintenant de m'inspirer de Jonathan Swift, qui a entre autres écrit Les Voyages de Gulliver, pour vous faire cette modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays, et pour enfin les rendre utiles au public. C'est un objet de tristesse pour celui ou celle qui traverse cette belle ville ou qui voyage dans nos campagnes que de voir les rues, les routes et le seuil des maisons encombrés de mendiantes, suivies de 3, 4 ou 6 enfants, tous en guenilles, importunant le passant de leurs mains tendues.
Ces mères, plutôt que de travailler pour gagner honnêtement leur vie, sont forcées de passer leur temps à arpenter le pavé, à mendier la pitance de leurs nourrissons sans défense, qui en grandissant deviendront sans doute voleurs ou mendiants à leur tour, faute de trouver du travail. Je pense que chacun s'accorde à reconnaître que ce nombre phénoménal d'enfants pendus au bras, au dos et aux talons de leur mère, et fréquemment de leur père, constitue dans le déplorable état présent du royaume une très grande charge supplémentaire. Mon projet se propose donc de s'occuper de tous les enfants d'un âge donné dont les parents sont en vérité aussi incapables d'assurer la subsistance que ceux qui nous demandent la charité dans les rues. Comment élever et assurer l'avenir de ces multitudes? Mais telle est donc la question, puisque toutes les méthodes proposées à ce jour se sont révélées totalement impossibles à appliquer. J'en viens donc à exposer humblement mes propres idées qui, je l'espère, ne soulèveront pas la moindre objection. Je dois vous dire qu'un ami très avisé, que j'ai connu dans les hautes sphères de Bruxelles, m'a assuré qu'un jeune enfant en bonne santé et bien nourri constitue à l'âge de 1 an un mets délicieux, nutritif et sain, qu'il soit cuit en daube, au pot, rôti à la broche, au four, et j'ai tout lieu de croire qu'il se débrouille très bien en fricassé ou en ragoût. Sur le total d'enfants pauvres qu'il y a chaque année dans ce pays, nous pourrions en garder un sixième pour la reproduction, dont un quart de mâles, ce qui est déjà plus que dans l'agriculture. Et on mettrait les 5 sixièmes restants en vente à l'âge de 1 an pour les proposer aux personnes de bien et de qualité à travers notre royaume, non sans recommander à leur mère de les laisser téter à satiété pendant le dernier mois, de manière à les rendre bien gras et dodus à souhait pour une bonne tablée. Je reconnais que ce comestible se révélera certainement quelque peu onéreux, en quoi il conviendra parfaitement aux propriétaires terriens ainsi qu'aux détenteurs de capitaux qui, ayant sucé la moelle des parents, semblent les mieux qualifiés pour manger la chair des enfants. Ceux qui sont économes, ce que réclame, je dois bien l'avouer, notre époque, pourront écorcher la pièce avant de la dépecer. La peau, traitée comme il convient, fera d'admirables gants pour dames ou de somptueux cuir pour bottes de monsieur raffiné. Alors, j'entends déjà certains esprits chagrins s'inquiétant du grand nombre de pauvres qui sont âgés, malades ou infirmes, et l'on m'a invité à réfléchir aux mesures qui permettraient de délivrer la nation de ce fardeau si pénible. Mais je ne vois pas là le moindre problème, rassurez-vous, car il est bien connu que chaque jour apporte son lot de morts par la corruption, par la faim, le froid, la crasse, la vermine, à un rythme aussi rapide qu'on peut raisonnablement l'espérer. Quant aux ouvriers plus jeunes, ils sont à présent dans une situation presque aussi prometteuse. Ils ne parviennent pas à trouver d'emploi et dépérissent par manque de nourriture. De sorte que si par accident ils sont embauchés comme journaliers, ils n'ont plus la force de travailler. Et ainsi sont-ils délivrés des maux à venir. Pour en revenir à ma proposition, elle aurait ça d'avantageuse qu'elle enrichirait à moindre frais les familles les plus pauvres, mais également l'État lui-même. Tout débarrassé qu'il serait de toutes ces dépenses inutiles. Qui sait? Peut-être pourra-t-on même faire du confit de bébé une petite spécialité nationale au lieu de ces grossières frites. Et cette spécialité nationale ne manquerait peut-être pas d'attirer l'attention de riches et curieux gourmets du monde entier. D'un cœur sincère, j'affirme ne pas avoir le moindre intérêt personnel à tenter de promouvoir cette œuvre nécessaire. Je n'ai pour seule motivation que le bien de mon pays. Je ne cherche qu'à développer notre commerce, à assurer le bien-être des familles les plus pauvres, à soulager les enfants et à procurer un peu d'agrément aux riches.
Je n'ai pas d'enfant dont la vente puisse me rapporter le moindre cent. Le plus jeune a 6 ans déjà, et ma femme a passé l'âge d'être mère. Je vous remercie pour votre attention. Ah voilà, voilà, avec ces textes d'Anatole et cette interprétation à la fin de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, 17 octobre 2020, qui vraiment n'aura pas été comme les autres. Et en n'ayant pas été comme les autres, elle nous a amenés à inventer pour ne pas se laisser abattre par ce virus, pour qu'en tout cas, il ne conquiert pas notre volonté de combativité, qu'il ne mange pas notre créativité et notre imagination pour poursuivre la lutte. Et ça, je pense que c'est très important, et tout le monde y a mis du sien, et c'est tout à fait positif et constructif dans ce sens-là. On sait que ça ne sera pas simple, que les semaines qui viennent et les mois qui viennent ne seront pas simples, mais surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est euh, abandonner au virus, en quelque sorte, la totalité de ce que nous sommes. Au contraire, gardons la tête froide, disons-nous que les inégalités qui préexistaient restent tout aussi importantes, et que celles que le coronavirus va générer, malheureusement, rejoindront les autres et feront partie du même combat pour nous. On ne fera pas de distinction, on combattra dans ce sens-là. Alors, on termine cette journée par un apport artistique, comme on a toujours terminé les journées mondiales de lutte contre la pauvreté. Et vous voyez quelques lanternes sur ce plateau. C'est peut-être la plus petite parade mondiale. C'est une espèce de première mondiale. Plus petite parade des lanternes, connue dans le monde, à mon avis. Mais les lanternes sont là. Et alors, simplement, un peu d'histoire par rapport aux lanternes. C'est l'occasion, hein, parfois ces circonstances particulières nous amènent à nous poser un peu et à aller nous remémorer d'où viennent les choses. Voilà. Et les lanternes, comment elles sont arrivées, en tout cas sur le territoire en Wallonie, euh, c'est d'ailleurs une personne qui est responsable du Théâtre des Travaux et des Jours, qui avait des liens avec des organisations artistiques en Angleterre, en Écosse, qui un jour a dit, mais tiens, je connais une organisation qui en Écosse organise en fait un événement de rassemblement de toute la population villageoise autour de la création de lanternes. Et c'est dans ce sens-là que, à un moment donné, le Miroir Vagabond a proposé à Éric Jacques, qui est un animateur sculpteur, qui travaillait au Miroir Vagabond, de se rendre en Écosse pour les découvrir. Et il est revenu avec la découverte du sens de l'événement des lanternes, ce rassemblement commun d'une collectivité de façon paisible, la nuit ensemble, orienté vers la solidarité et la chaleur humaine, en se disant et en mettant le débat à l'intérieur du Miroir Vagabond, qu'est-ce qu'on pourrait en faire à partir de là en province de Luxembourg. Et tout simplement, les liens se sont faits un peu naturellement. Le Miroir Vagabond avait un peu, il y a peut-être encore dans la tête de certains, une étiquette d'être l'association pour les marginaux de la région. Hein. Donc le danger, toujours évidemment, c'est que l'association devienne stigmatisée et donc stigmatise celle qui les fréquente. Et donc le Miroir Vagabond s'est dit à ce moment-là, tiens, voilà quelque chose qu'on pourrait travailler avec l'ensemble de la population sur le territoire et arriver à réunir autant le club de basket que les 3x20, que les personnes accueillies dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile, que l'institution où on accueille des jeunes de l'aide à la jeunesse, que le centre culturel ou l'école primaire du coin, etc. etc. Et c'est comme ça qu'est née une parade des lanternes dans la région de Hoton qui visait la création, la créativité, le faire ensemble et le croisement et le rassemblement solidaire. Et puis, un lien s'est tissé entre le Miroir Vagabond et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, puisque le Miroir Vagabond en est devenu membre. Et ce lien a conduit à ce que, je ne sais plus très bien les années, mais je crois que c'est 2007 ou 2008, a donné l'envie au réseau wallon de lutte contre la pauvreté de travailler avec le Miroir Vagabond, trouvant une symbolique commune
en fait à cette journée mondiale de lutte contre la pauvreté et cette idée de rassemblement. Et c'est comme ça que se sont mis à construire des lanternes, des associations un peu partout sur le terrain wallon, pour qu'on termine cette journée en fait en cohérence artistique, en cohésion et en espoir, en perspective chaque fin de 17 octobre sur Namur. Et ce cheminement a conduit d'ailleurs à ce qu'en 2010, alors qu'on était en 2010 dans le cadre de l'année européenne de lutte contre la pauvreté, même année d'ailleurs où la Belgique a eu la présidence européenne pendant 6 mois, eh bien en 2010, il y a eu une parade de lanternes nationale organisée par le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, avec toujours un soutien très fort du Miroir Vagabond sur sa réalisation. Et cette parade des lanternes nationales avait conduit le réseau flamand de lutte contre la pauvreté, des associations sur Bruxelles, à aussi créer des lanternes. Et si certains s'en souviennent, on a traversé Bruxelles, avec d'ailleurs des acteurs européens qui nous y ont retrouvés aussi. Et ça a été un événement fédérateur puissant. Alors je pense que la parade, elle a beaucoup d'importance aux yeux des militants du réseau, elle a beaucoup d'importance aux yeux d'un certain nombre d'associations. Elle fait lien entre l'origine qui a amené en Belgique le Miroir Vagabond et nous. Ce soir, on n'a pas voulu terminer sans parade. Voilà, donc on est dans une petite parade fixe, mais ça fait partie de nous. Et on le terminera d'ailleurs avec ce que vous avez à dire, vous les témoins du vécu militant, de ces lanternes et de ce que ça veut dire pour vous. Et c'est Catherine qui va lire ce que vous avez à en dire. Alors, la parade, symbole de la mise en lumière des invisibles de la société. La parade, c'est une super rencontre pour dire ce que l'on a sur le cœur. Tous beaux de blanc vêtus, tous unis malgré cette misère. La lumière nous ramène vers la vie, vers une douceur perdue. Partageons-la pour effacer l'amertume des jours sans bonheur. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile ce soir. Je viens mendier ton pain, ton nom, ton huile. Il y a ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Les ateliers de préparation des lanternes, ce sont des moments d'échange et de rencontre avec des citoyens et des associations que l'on n'aurait jamais rencontrées autrement. La clarté de la lanterne me guide quand je ne suis pas une lumière. En plein soleil, l'ombre se cache. Pourtant, au milieu de la nuit, la plus sombre, la lumière brille comme un soleil. Un rêve de feu si merveilleux, moment de chaleur et de douceur pour un nouveau monde merveilleux. Une lumière brille dans la nuit. Cette lanterne est une source d'espoir qui s'illumine au milieu des ténèbres. La parade des lanternes, c'est des étoiles dans les yeux des enfants. Et nous serons là en 2021.